Ça enregistre ça? Allez. C'est bon. Donc, go. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On commence, hein. Je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à distance. Euh, je me présente, moi je suis Antoine Lefebvre, je suis président d'une boîte qui s'appelle Epigo. Et mon métier, c'est d'être, entre autres, mais facilitateur. Donc moi, ça va faire 8-9 ans que je fais ce métier. Je conçois, j'anime des séquences d'intelligence collective. À Epigo, on travaille sur plein de sujets différents. C'est une des beautés de la facilitation, c'est que ça nous emmène dans des univers et sur des sujets très différents. J'anime des séminaires de direction, j'anime des ateliers sur des questions de créativité, dans des domaines autour de l'innovation, souvent sur les domaines aussi un peu RH, des questions de comment on fonctionne mieux ensemble, dans le cadre de programmes de transformation. Voilà. Je facilite beaucoup. Et depuis quelques années aussi, chez Epigo, on fait de la formation à la facilitation. Donc, on a de notre pratique, de nos lectures formalisées, euh, voilà, des contenus, des méthodes qu'on essaye de transmettre. Donc, on a formé des gens, et notamment des gens à l'intérieur des organisations, qui sont des facilitateurs, des facilitatrices internes. Donc, on fait ça via des formations en intra. On les demande des fois pour former, comme Pierre le disait, des collectifs de gens qui sont facilitateurs ou qui vont le devenir dans des boîtes. Et on a aussi une formation en partenariat pardon, avec le CNAM, qui s'appelle Formation à la facilitation, CNAM et Pigo, et dans laquelle on forme des gens qui sont soit des consultants, soit des gens externes, mais aussi pas mal de gens qui sont en interne dans les boîtes. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de facilitatrices et de facilitateurs internes. Et ce qui remonte, c'est que ah ouais, il y a pas mal de sujets qui sont pas si simples, ou en tout cas que moi qui suis à l'extérieur, je ne vois pas forcément. Des sujets de légitimité, des sujets de temps, d'organisation du temps, des sujets d'aller avoir de la demande, des sujets aussi d'être partie prenante des sujets et de recroiser les gens qu'on a accompagnés pendant un séminaire après l'avoir animé et de voir comme disait Guillaume, hein, les conséquences. Si ça rate, on croise les gens tous les jours à la machine à café. Voilà, donc c'est pas exactement le même métier, même si l'animation, a priori, les techniques sont similaires. Donc, pour pouvoir un petit peu traiter ce sujet, le partager, j'ai la chance d'avoir avec moi donc deux facilitateurs, facilitatrices chevronnés que j'ai la chance de connaître. Voilà. Et du coup, je vais les présenter rapidement. Et puis après, on va passer aux questions. L'idée, je le pose là, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à vous aussi intervenir. Il n'y a pas de slide. Donc, voilà, on est entre nous. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai ma petite liste de questions, mais voilà, le programme n'est pas figé. Donc, si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, puis on essaiera de se garder un petit temps à la fin, si on a le temps, pour échanger, pour aussi qu'il y ait d'autres partages d'expérience. Euh, alors, il y a Gaël qui a l'air d'avoir des difficultés à arriver. OK. Donc, je fais la présentation. Vous êtes prêts? Carole, Guillaume, je vais vous présenter rapidement. Après, vous compléterez, hein. Je ne sais pas dire de conneries. Carole Erdly. Donc, Carole est facilitatrice interne au sein du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe. Donc, je ne sais pas ce qu'elles font vos boîtes, mais le Conseil de l'Europe, c'est un petit peu plus. Enfin, voilà, c'est l'organisation internationale qui est chargée de promouvoir les droits de l'homme en Europe, il me semble, hein. Donc, belle mission. Je crois qu'il n'y a pas de problème de sens, hein, et de voilà, raison d'être. C'est un peu clair. Et Carole, tu fais partie d'un collectif qui il y a quelques années, tu nous resitueras, hein, voulu lancer une démarche un peu de transformation ou en tout cas de proposer des pratiques différentes au sein de cette institution qui, il me semble, est quand même assez hiérarchisée, hein. C'est le modèle un peu militaire, le Conseil de l'Europe avec des grades et compagnie. Donc un collectif qui, de façon un peu émergente, bottom-up, s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un peu différemment. Et donc ce collectif a duré dans le temps et c'est aujourd'hui une équipe de facilitateurs et de facilitatrices internes qui est à disposition des autres équipes. Et donc Carole va nous raconter un peu comment c'est arrivé, ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche, peut-être aussi ce qui marche moins bien, hein, mais voilà. En tout cas, une initiative assez passionnante dans un organisme assez passionnant aussi. Et Guillaume, donc toi, tu es lab manager de chez VNF, Voie Navigable de France, donc aussi super boîte, donc les canaux, enfin, tu nous raconteras, c'est pas l'objet, mais les deux boîtes passionnantes. Et lab manager, je le dis, mais tu compléteras évidemment derrière, c'est donc tu as un lieu dans lequel tu accueilles les gens, un lieu d'innovation, dédié aussi à la créativité, et donc tu es aussi facilitateur. Guillaume donc conçoit, anime des ateliers sur des demandes au service de ses collègues.
Et avant ça, il a monté, il me semble, hein, le lab de la CNAV, l'assurance vieillesse, qui était un très beau lab avec, je ne sais pas, c'est quand même 2, 3 dans l'équipe du lab au sein de l'innovation. Voilà, très belle équipe, très belle réussite. Et donc Guillaume va pouvoir nous raconter aussi cet aspect-là, donc la facilitation liée à l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux témoignages sont assez complémentaires. On a Guillaume qui est dans quelque chose de institutionnalisé, c'est peut-être pas le mot hein, pour là, mais en tout cas, voilà, c'est son job à plein temps, si ce n'est la facilitation, en tout cas le lab. Carole, c'est plutôt à côté. Guillaume, c'est plutôt des décisions qui viennent d'une direction d'innovation, et Carole, c'était venu du terrain. Guillaume, les sujets de la facilitation vont être pas mal sur le sujet d'inno, mais pas que, j'imagine. Et puis Carole aussi sur le sujet de fonctionnement collectif. Bon, bref, ils vont préciser tout ça. En tout cas, voilà, je suis vraiment ravi de les avoir et je pense qu'on a de la chance de pouvoir les écouter et de pouvoir partager avec eux. Donc, j'y vais sur mes questions, c'est fini l'intro. Carole, est-ce que tu peux compléter et corriger les erreurs de ma présentation et puis peut-être nous raconter rapidement l'histoire, la genèse de ce groupe, de ce collectif de facilitateurs internes? Tu veux bien? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Carole Erdely, je travaille au Conseil de l'Europe depuis quelques années. Ma fonction principale, c'est être responsable de la communication interne. Et pour cette fonction-là, je suis rattachée directement au directeur général de l'administration. Je vous raconte tout ça parce que vous allez comprendre après pourquoi. En fait, en 2017-18, on a évoqué l'idée d'une réforme. Alors, on fait souvent des réformes chez nous, mais l'idée là, avait deux objectifs de cette réforme. C'était d'une part de faire des économies, ça c'est dicté par nos États membres qui tiennent les cordons de la bourse. Et le deuxième objectif, qui était pour moi le plus intéressant, évidemment, c'était la transformation. Et c'était surtout axé sur comment mieux travailler ensemble. Et pour ça, on était 2, 3 à dépendre de ce directeur de l'administration. Et on s'est dit, tiens, ben, on n'a pas les outils pour faire ça. Et voilà qu'est née l'idée d'aller chercher ces outils et que de fil en aiguille, on est arrivé à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'introduirait pas la facilitation? Pourquoi? Parce que on voulait un processus qui soit très inclusif, qui fasse appel à l'intelligence collective. Et puis, on n'avait pas trop l'habitude de ça dans la maison. Et donc, voilà, on en est arrivé à ça. Et effectivement, ça part de la base, comme le disait Antoine à l'instant, ça part de la base. On monte un dossier, on convainc notre directeur général de l'administration qui dit OK, banco, allez-y, dites-moi ce qu'il vous faut, et puis moi je vous suis. C'est voilà, c'est une expérience incroyable. Au Conseil de l'Europe, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, donc c'était vraiment pour nous hyper motivant. Et puis on a coopté, alors je vous la fais courte, hein, mais on a coopté une douzaine de personnes dans la maison qui n'étaient pas forcément directement hiérarchiquement liés à nous ni au directeur de l'administration, mais ils étaient répartis dans la maison. Mais c'était des gens qui avaient une appétence particulière pour le collectif. Un exemple, on a un de nos facilitateurs qui est branché Université du Nou et qui, voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Université du Nou, mais c'est vraiment des personnes qui avaient envie d'aller dans ce collectif-là. On s'est formé et puis après, j'imagine que les questions me permettront de répondre à Bien sûr. d'autres spécificités. Voilà, je ne sais Peut-être, pas Carole, juste pour si ça pour situer. l'instant ça vous suffit, mais Ouais, je veux bien. J'ai une deuxième question et après, je vais passer la parole à Guillaume. Mais ouais. aujourd'hui, vous êtes combien de facilitateurs internes? Vous avez facilité combien d'ateliers? Je crois que tu as les chiffres sous la main. Donc, Oui, j'ai quelques chiffres. Alors, on est donc parti à 12. ouais. Et l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait plus parce que, bon, comme vous l'avez compris, on a tous un autre job qui est notre job principal. Et puis, on fait de la facilitation en plus. Ce qui évidemment a un certain nombre d'effets et d'impacts sur notre quotidien. On en parlera peut-être plus tout à l'heure. Mais l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on avait trop de demandes, on n'arrivait plus à y faire face. Et donc, on s'est élargi et on est actuellement 20. Alors, on était 12 plus 10, maintenant on est 21 parce qu'on a une des personnes qui est partie pour une autre vie de retraité. Donc, on est actuellement 21.
Pour vous donner quelques chiffres que je vais lire directement là, à aujourd'hui, donc en 6 ans, on a fait 90 facilitations. On en a 6 en cours là, en préparation pour l'été et l'automne. On a facilité plus de 1500 personnes. Alors parfois, ce sont les mêmes, évidemment, hein. L'organisation compte 3000 collaborateurs, dont 2500 à Strasbourg et 500 sur les bureaux extérieurs, ce qu'on appelle les bureaux de terrain. On fait aussi des facilitations avec les personnes qui sont sur les bureaux extérieurs. Et on pourra voir ensemble tout à l'heure plus précisément comment ça fonctionne. Mais donc 1500 personnes sont passées par des ateliers. On a des équipes qui reviennent plusieurs fois. Voilà, on a une vingtaine, on organise à peu près une vingtaine d'ateliers par an. Et ça va de groupes de 8 personnes à des World Café qui peuvent rassembler une centaine de personnes. Super. Merci beaucoup, Carole. Génial. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, mais peut-être aussi c'est quoi un lab interne et comment tu fais de la facilitation au sein de ce lab? Voilà. Oui, alors bonjour, Guillaume Dupont. Moi, je suis lab manager donc au Voies navigables de France. Avant, j'étais lab manager à la CNAV, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse, et j'avais le lab de l'assurance retraite. Deux expériences effectivement de lab qui ont un peu changé ma vie professionnelle, parce qu'avant, j'étais plutôt facilitateur à mon compte, plutôt en résolution de problèmes. Mais ça a été un choix de ma part de prendre ce qu'on appelle un dispositif d'innovation collaborative, hein. Un lab, c'est un dispositif parce que ce n'est souvent pas qu'un lieu. C'est à la fois un lieu, mais c'est aussi des méthodes, des outils, des techniques qu'on va mettre en pratique. Et puis, souvent, il y a une équipe. Bon, j'avais une équipe à la CNAV. Là, j'en ai pas, mais je suis tout seul pour le moment. Mais faut savoir que moi, à chaque fois, je prends des labs qui sont en cours d'émergence, vraiment en tout début de vie. Donc, ils sont vraiment à construire et à rendre légitimes et visibles au sein d'une organisation. Un lab, c'est fait pour, généralement, on a tendance à dire, c'est fait pour gérer de la complexité, euh, à la fois technique, mais aussi humaine. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui vont permettre d'accompagner des collectifs qui ne sont pas forcément alignés entre eux, pour pouvoir produire des choses, s'aligner déjà, et puis pouvoir co-construire des livrables, des résultats, en tout cas avancer vers des objectifs communs. Donc voilà, après c'est ma définition de ce que c'est qu'un lab, mais bien souvent ces dispositifs-là, ils sont faits pour faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Et pour le coup, que ce soit mon expérience CNAVienne ou chez VNF, cette intention-là, elle existe toujours. Voilà. Donc, Super. ouais. Et peut-être, Guillaume, essayer de plonger un peu dans le concret. Est-ce que c'est quoi le type de sujet sur lequel tu vas intervenir en tant que facilitateur? Est-ce que tu as une offre aujourd'hui? On a un peu parlé, mais est-ce que tu avais une offre à la CNAV? Est-ce qu'il y a marqué quelque part sur l'intranet VNF, vous voulez un atelier d'intelligence collective, cliquez ici, comment ça marche, quoi? Alors, l'intranet VNF, c'est un petit sujet parce qu'il est en cours de, de rénovation, mais oui, à terme, c'est ça l'objet. C'est d'être visible, comme en tout cas d'avoir une porte d'entrée quelque part qui soit accessible à tous, avec voilà. En fait, un lab, ça doit être accessible, ouvert. On accompagne aussi bien, en tout cas chez VNF, on va dire, j'ai pu avoir des éclusiers comme participants, comme des directeurs. Le sujet n'est pas là. Euh, J'entendais Carole qui disait on avait trop de sujets. Moi, la première chose que je fais quand j'arrive dans un lab, c'est que je mets en place une étape de qualification qui est hyper importante en fait pour pouvoir piloter l'activité, parce qu'on ne peut pas tout suivre, alors surtout quand on est tout seul, mais généralement on a effectivement une capacité à faire qui est bien définie, et c'est dangereux de dépasser cette capacité à faire.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une étape de qualification qui permet de dire, alors déjà, faites vos demandes, allez-y, toutes les demandes sont bonnes à prendre, mais ensuite, on va les analyser et on va se poser la question principale qui est de dire, c'est quoi notre plus-value, nous, en tant que lab, pour vous accompagner et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Et à partir du moment où on ne sait pas tellement répondre à cette question-là, c'est qu'on n'est pas forcément le bon dispositif d'accompagnement. Après, aujourd'hui, voilà, chez VNF, mais souvent, je crois que c'était à peu près la même chose à la CNAV, on a 3 grands types de critères. Le côté stratégique, c'est-à-dire est-ce que le sujet est porté stratégiquement? Est-ce qu'il a un impact stratégique sur l'entreprise, l'établissement, l'organisation dans laquelle on va évoluer? Est-ce que le sujet est complexe et donc sujet à la collaboration? C'est-à-dire quel est le nombre de parties prenantes qui sont impliquées? Et plus il y a de parties prenantes et plus on a une plus-value. Et puis après, il y a des critères capacitifs, évidemment. Est-ce que le lab est dispo à la date voulue? Est-ce qu'on est en capacité de l'accompagner en termes de charge? Voilà. Donc, mais l'idée, c'est vraiment quand même d'être accessible, quoi. Trop bien. Et juste pour finir, après, je passe la parole à Carole. Tu peux nous donner un ou deux exemples d'ateliers récents que tu as pu animer et qui correspondent à ces critères, du coup? Ouais, alors après, en ce moment, j'ai pas mal d'ateliers autour de la construction de feuilles de route parce qu'ils sont. Il y a un gros projet de modernisation et de transformation de l'établissement VNF et que les directions, ce qu'on appelle les filières métiers, sont en train de s'organiser et ont besoin de formaliser un certain nombre de choses, et en particulier des programmations de projets. Et donc, j'ai pas mal de demandes actuellement d'accompagnement autour de la formalisation de feuilles de route, de priorisation d'action. Super. Voilà. Et Carole, toi aussi, il y a une phase de qualification ou comment vous fonctionnez, vous et c'est quoi les exemples de sujets que vous pouvez traiter? Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? D'abord, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont les personnes qui ont participé déjà à des ateliers. Donc, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. On a un intranet qui présente quelles sont nos activités, qu'est-ce qu'on fait, surtout qu'est-ce qu'on ne fait pas dans le groupe de facilitation. On pourra y revenir après sur qu'est-ce qu'on ne fait pas, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. On a une boîte, on a simplement une boîte mail commune et puis on a dans notre mode de fonctionnement dans le groupe de facilitation, on a adopté la gouvernance partagée. Là aussi, on pourra y revenir si vous voulez un petit peu plus tard. Ça nous permet de nous structurer quand même parce que comme on est un peu comme dit, un groupe dissident, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça dans la maison et on ne voulait surtout pas fonctionner comme les autres entités, c'est-à-dire avec une hiérarchie qui n'existe pas dans le groupe de facilitation. Donc voilà, on travaille sous forme de gouvernance partagée. Chacun a un rôle dans le groupe et il y a un rôle distribution des facilitations. Donc il y a une personne qui réceptionne les demandes, même si par nos propres réseaux, on a des demandes qui nous sont adressées personnellement, on les redirige toujours vers cette personne qui va qualifier. En fait, elle ne qualifie pas. Elle pose quelques premières questions aux demandeurs. Et sur cette base-là, elle demande qui est-ce qui serait OK pour faciliter. Selon le nombre de participants, donc les questions de base, c'est quel est votre objectif principal, quel nombre de participants, la langue pratiquée, est-ce que ce sera sur place, est-ce que ce sera en visio, avec des guillemets sur la question des visios. Et ensuite, elle fait appel au groupe des facilitateurs. Qui est volontaire? Qui est-ce qui aurait le temps éventuellement de faire cette facilitation? Et à partir de là, il y a quelqu'un qui prend le lead et qui va contacter directement le demandeur et qui là, avec une checklist, va lui poser un certain nombre de questions, notamment sur ses objectifs. Il y a un des éléments qui est très, très important, c'est la motivation et le positionnement du demandeur. Est-ce qu'il est sponsor uniquement? Est-ce qu'il va laisser les participants travailler seuls? Est-ce qu'il veut participer à la facilitation ou pas? S'il participe à la facilitation et selon son niveau décisionnel, est-ce qu'il est prêt à se mettre en low profile? Ça, c'est une chose sur laquelle on insiste énormément. Parce qu'une facilitation dans laquelle
le sponsor arrive avec déjà ses idées toutes faites et qui veut juste faire semblant de faire du collectif, nous, on est très cash là-dessus et on le prévient tout de suite que ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est un des petits trucs que je pense qui est une des leçons apprises de la facilitation interne aussi, c'est que, et de la facilitation en général, je pense, c'est que le sponsor ne doit pas toujours participer à l'atelier. Et voilà, on peut parler plus des entretiens si vous voulez, mais et alors les sujets, ça va du bilan des objectifs collectifs ou de la fixation d'un objectif collectif, par exemple, dans une équipe, du bilan d'une année sur les activités, de la feuille de route aussi, les projets qui sont sur la table, comment les mettre en œuvre. Ça peut être des sujets plus précis comme la communication au sein d'une équipe. Souvent, on se rend compte que c'est un des points qui achoppe beaucoup dans les équipes. C'est la manière dont c'est l'interpersonnel, la façon dont on communique, la façon dont on travaille ensemble. Donc ça, c'est souvent des sujets qui reviennent. Les World Café, en général, ça s'adresse à des sujets un peu plus stratégiques. Notamment, récemment, on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie des ressources humaines. Et là, on a fait 2 World Café sur ce sujet-là. Un premier avec les professionnels des RH. Donc, l'ADRH, c'est environ 40 personnes, plus les correspondants RH, donc les personnes qui s'occupent de RH dans les entités opérationnelles. Donc, on a fait un premier World Café il y avait 60 personnes, je crois. Et on en a fait un deuxième avec des volontaires de l'organisation qui avaient envie de travailler sur le sujet RH. Génial. Et je veux bien rebondir, vous l'avez un peu, vous me l'avez dit les deux en réunion de préparation. Cette question qui a l'air essentielle, je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi, c'est qu'est-ce que vous ne faites pas et comment le fait de refuser des demandes, donc qui dit qualification dit certaines oui, certaines non. Alors pourquoi il faut refuser des demandes et comment vous gérez aussi le fait de refuser des demandes de vos collègues qui viennent pourtant vous demander de l'aide? Guillaume, tu veux commencer? Alors oui, c'est important de savoir dire non. Parce que déjà, ce que je disais tout à l'heure, il y a une capacité à faire et que ça peut sembler dangereux de la dépasser parce qu'on se met dans le rouge. Et effectivement, parce que, alors, je vais parler pour la partie lab. Aujourd'hui, c'est des dispositifs qui ne sont pas forcément très connus, même si ça se met en place dans les entreprises et dans les établissements publics ou pas. Et du coup, comme c'est relativement nouveau, il faut faire attention à l'image qu'on peut renvoyer. Et il y a souvent ces démarches-là, collaboratives, elles peuvent être associées à oui, on vient là pour jouer, viens, on n'est pas vraiment là pour travailler, on est là pour passer un bon moment dans un lieu un peu sympa, cosy, confortable, etc. Et en fait, il faut réussir à démystifier le truc assez rapidement, en fait, parce que sinon, on va devenir un espace de jeu. Et c'est vraiment pas le but du jeu, même s'il y a des leviers ludiques qui peuvent être utilisés de temps en temps, et c'est intéressant de les utiliser. En revanche, quand on fait un atelier collaboratif, on est là pour travailler, on n'est pas là pour perdre son temps. Je suis un peu cash, mais parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment l'impression de dire bah non, moi je vais pas venir parce que j'ai du boulot. Bah ouais, bah justement, tu vas venir parce que tu as du boulot et tu vas voir que ça va te permettre de faire en une journée ou une demi-journée ce que tu aurais fait en 12 réunions de 2 heures à côté. Donc il y a ce bénéfice-là qui est important à mettre en avant. Alors c'est basé sur rien de concret, c'est basé sur l'expérience, mais globalement, on fait quand même gagner du temps aux gens. Mais du coup, c'est important de dire aussi ce qu'on ne fait pas. Typiquement, moi, je ne fais pas de team building parce que c'est pas dans mon champ de compétences. Enfin, j'en ai fait quand j'étais avant dans ma vie d'avant. Ce que je dis souvent, c'est que si vous avez besoin de team building, mais que vous avez des sujets plus complexes à traiter, on va les traiter en atelier collaboratif et au travers de ces ateliers collaboratifs, on va travailler de la cohésion d'équipe. Mais je ne vais pas faire un atelier juste pour faire du team building. Voilà, c'est pas, elle est pas là ma plus-value et la plus-value du lab, elle est pas forcément là. Et après, effectivement, il y a un très bon ouvrage qui s'appelle le Lab des Labs avec
qui est un ouvrage collectif où il y a plein d'exemples de ce que ce n'est pas qu'un lab. Donc, si vous pouvez vous le procurer, il est gratuit, hein, vous pouvez vous procurer la version gratuite de ce bouquin-là en version digitale. Ça dit tout ce que n'est pas un lab d'innovation. Voilà. Super. Et Carole, toi aussi, le fait de bien flécher, refuser, c'est quoi Alors, les types de demandes que tu refuses et Alors, comment je tu gères rebondis sur cette ce que différence? Guillaume vient de Ouais. dire. Effectivement, sur la question du team building, nous, on fait la même chose, on a la même position, c'est-à-dire qu'on profite d'un atelier, on profite d'un objectif un petit peu plus large pour faire aussi des exercices de team building, et puis voilà, des choses un peu fun, mais on ne fait pas que du team building. On nous a déjà souvent sollicité pour faire... souvent, les équipes, elles font 2 jours voilà, de réunions, d'ateliers, et puis on nous dit, tiens, est-ce que vous pouvez venir faire le team building pendant 1 heure? Et ça, on refuse, parce qu'effectivement, bon, voilà, on s'est aussi fixé des limites. Une deuxième chose qu'on ne fait pas, et ça, c'est hyper important, et on le dit toujours dans la première réunion, quand on fait l'interview, souvent on se rend compte que la vraie problématique qui est cachée, il y a souvent un agenda caché, c'est des conflits dans les équipes. Et vraiment, ça arrive très, très souvent. Et donc ça, de but en blanc, on dit toujours, écoutez, on peut vous aider à faire beaucoup de choses, mais on ne fera pas de gestion de conflit, ce n'est pas notre rôle, et il y a d'autres structures pour ça, c'est pas du tout, on n'est pas formé pour ça. Et donc souvent, on diffère l'atelier pour pouvoir régler le conflit avant que l'atelier ne puisse avoir lieu. Nous, on part du principe qu'un atelier ne peut se faire dans des bonnes conditions que si les bases sont saines. Si les bases sont larvées, c'est un des risques pour que l'atelier ne fonctionne pas et n'obtienne pas de résultat. Donc, voilà, c'est un des points d'attention Je peux vous donner un exemple un petit peu concret. Je vais essayer de le faire suffisamment elliptique pour qu'il ne soit pas reconnu. On a une équipe qui nous a contacté, enfin un manager qui nous a contacté un jour. Il venait de prendre ses fonctions. Et au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci dans l'équipe. Une espèce de peur, une autonomie perdue, les gens n'osaient pas prendre des initiatives, enfin, il y avait une espèce de méfiance des uns vis-à-vis des autres, enfin bon. Il nous a contactés, il nous a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un premier atelier pour que les membres de l'équipe apprennent à se connaître, pour qu'on parle des rôles, des responsabilités, etc. Et au cours de l'interview, on s'est rendu compte puis on connaissait un petit peu l'équipe, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un autre souci qui était beaucoup plus grave que celui que le manager voulait adresser. Et donc on lui a proposé de différer l'atelier pour assainir les bases. Et donc, il a fait un certain nombre, sur nos conseils, un certain nombre de démarches. Il a commencé par faire un profil prédom pour chaque membre de l'équipe, un profil d'équipe. Donc, ça, je pense qu'Antoine sait de quoi je veux parler. Première chose. Et ensuite, ils ont fait une séance de coaching d'équipe. Alors on a aussi un groupe de coachs internes depuis que on a on a initié la facilitation interne. Quelques années plus tard, il y a des sponsors, des coachs qui se sont rassemblés en groupe aussi, qui se sont formés et qui sont devenus donc des coachs internes. Ils ont fait un coaching d'équipe, mais avec un coach externe, parce que c'était trop sensible pour se faire en interne. Ils ont fait une séance avec un psychologue pour essayer de tourner cette page. Et là, il s'est passé 18 mois entre le premier contact qu'on a eu avec le manager et aujourd'hui. Et il y a 3 semaines de ça, on a fait la deuxième session de facilitation avec cette équipe. Donc je dis la deuxième parce que la première, c'était suite à toutes ces initiatives. On a fait une première session autour du mieux se connaître, etc. Et là, on vient de faire une session de bilan d'objectifs collectifs. Et la transformation est absolument incroyable. On a vu la confiance était là. Ils n'ont plus parlé du passé. Ils étaient tous hyper positifs, hyper constructifs. Voilà. Donc
tout ça pour dire qu'il a fallu passer par un certain nombre d'étapes qui dépassaient complètement le rôle de la facilitation. C'est hyper intéressant et j'entends quand même la nécessité d'avoir pas mal de recul sur ce que peut et ce que ne peut pas la facilitation et d'avoir la posture juste pour quand même à quelqu'un lui dire je pense que c'est pas moi qui vais t'aider, que tu as des problèmes peut-être autres, ou bien de dire c'est pas l'intention que tu as n'est pas la bonne. Super intéressant. Si je Moi, peux juste rajouter un vas-y, truc, c'est que bien dans la sûr. capacité à dire non, il faut savoir aussi proposer du coup des Ouais. des voies alternatives, parce que juste dire non, déjà sans expliquer pourquoi on dit non, mais derrière, il faut quand même avoir la possibilité. Effectivement, on est dans le même cas, c'est-à-dire que souvent on est confronté à des problèmes de collectif, et souvent on dit faut faire un coaching en fait. Voilà, c'est pas notre job, mais en revanche, on vous conseille très fortement de commencer par un coaching et ensuite revenez nous voir. Voilà. Ah bah, moi, j'ai une question parce que vous avez l'air d'avoir plutôt, de ce que j'entends, un problème de trop de demandes. Mais d'après ce que je comprends aussi, parfois, les facilitateurs internes qui se lancent, ils ont plutôt le problème inverse. Pas assez de demandes. Comment, et pourtant vous êtes tous les deux, vous avez démarré, hein, des choses qui ont émergé. Donc, comment on fait pour aller choper les premières demandes, pour se faire identifier, pour peut-être avoir des premières victoires? Comment on lance la machine en interne de la facilitation? Je sais pas qui veut. Oui, Bah, Elisabeth, tu confirmes? Ouais. Ok. Donc, comment on va chercher de la demande? Le marketing interne de la facilitation, comment vous faites? Comment vous avez Alors fait? c'est plus facile pour moi parce que quand on a un dispositif lab vraiment Ouais. identifié, c'est presque plus facile. Souvent, il y a un sponsor en interne du lab, et c'est lui qui va un peu avec son bâton de pèlerin aller prêcher la bonne parole déjà auprès de son codir ou de son comex ou de son co, je ne sais pas quoi. Mais généralement, si le sponsor est bon, et c'est pas le responsable du lab, hein, le sponsor, hein, c'est quelqu'un au-dessus Ok. qui est vraiment dans les instances stratégiques. Euh, Au moins, il va aller porter ce truc-là existe. Voilà ce que ça fait. Et si vous voulez faire appel, ça se passe comme ça. Donc lui, il va au moins donner ce cadre-là. Et du coup, ça permet de donner de la visibilité. Et après, ça se construit parce que c'est un cercle vertueux, comme le disait tout à l'heure Carole, c'est qu'il y a le bouche à oreille bouche à oreille des participants. Nous, en plus, on gère la formation, donc c'est-à-dire qu'on gère la montée en compétences de l'établissement sur l'intelligence collective et la facilitation. Et du coup, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, hein. Les participants qui disent «Oh, c'est génial, je veux en savoir plus», qui vont à la formation. Les gens qui sont à la formation qui se disent «Bah tiens, mais moi, je vais animer des ateliers», etc. Donc tout ça, après, la mayonnaise prend et Ok. ça devient plus facile, quoi. Et toi, Carole, est-ce que ton sponsor vous a envoyé du client interne ou est-ce que vous êtes allé chercher à la main, quoi? Comment... Alors, il ne nous a pas envoyé de clients internes parce que franchement, on fait notre propre marketing, mais je dois avouer que on lui a un peu forcé la main et on l'a fait participer à une facilitation. Alors, il était convaincu, hein, parce que moi, je lui fais des retours. J'ai un peu cette double casquette. Je suis facilitatrice, mais je lui fais des retours aussi, puisque comme c'est notre sponsor, c'est lui qui nous finance, je lui fais des retours. Et je lui ai proposé plusieurs fois déjà des ateliers et il y a participé. Et du coup, D'accord. il est encore beaucoup plus convaincu. On a aussi réussi à... Alors d'abord, on est en relation avec la personne qui est en charge de la formation aux ressources humaines, aussi qui est facilitateur. Et donc, lui, il a souvent des demandes qui arrivent chez lui parce que il est en lien direct avec les entités pour ça. Et on a fait inscrire la facilitation comme un des éléments de la People Strategy. Donc, euh, évidemment, du coup, ça nous donne un poids énorme et les entités n'hésitent pas à venir nous voir. Mais j'insiste sur le fait que le bouche à oreille marche vraiment bien. Franchement, les participants, c'est magique, hein. Les participants, ils sont vraiment contents d'avoir fait ça et ils en parlent autour d'eux. Ils ont envie de partager et puis ça fait des petits, quoi. Ça sème des graines et ça fait des petits. Je dirais qu'il n'y a presque pas besoin de se faire de la pub. Il faut juste avoir un réseau et puis il faut en parler. Quand on entend parler d'une équipe qui se pose des questions sur tiens, voilà, on a envie cette année de faire les objectifs collectifs ensemble, comment est-ce qu'on pourrait faire? Faites appel aux facilitateurs. Donc il faut être à l'écoute et proposer la facilitation dès que possible. Et franchement, ça marche. Génial. Et
Et question aujourd'hui, à date, alors dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est quoi l'image que vous pensez avoir? Enfin, ouais, quel retour on vous fait et quelle est la perception qu'ont les gens de vos services et de la facilitation, peut-être en général? Je sais pas qui veut. Vas-y, Mm, Carole. Moi, je veux bien commencer. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que Allez, vas-y, franchement, flattons, non, flattons. mais très honnêtement, alors probablement qu'on me le dit pas en face si on n'est pas content. En général, les gens râlent, enfin, quand ils s'expriment, c'est pour râler. Mais là, très honnêtement, depuis, donc on a fait 90 facilitations. Alors, il y a eu parfois des petits couacs dans la facilitation, et ça, on pourra en parler aussi si vous le Hmm. voulez. Mais on fait toujours une séance de débriefing à chaud. Après la session, alors quand je dis à chaud, c'est parfois même dans la foulée, mais ou le lendemain, le surlendemain. Et franchement, nos demandeurs la première chose qu'ils disent, c'est merci. Hmm. Franchement. Parce qu'ils n'ont pas, eux, qu'ils soient managers, en général, ce sont les managers qui demandent, mais enfin, pas forcément. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas comment faire. Et donc, tout ce qu'on leur apporte, c'est que du bon, quoi. C'est que Et du qu'est-ce que tu bonheur et leur c'est que du tu le plus. formulerais comment, ce que tu apportes à un manager sur Les son outils, équipe? bah voilà, on arrive, on a des outils, on a organisé, on sait l'objectif qu'on doit atteindre, enfin qu'on doit atteindre, non, que les participants doivent atteindre. Ça, c'est un élément très important aussi. Les facilitateurs ne sont pas des garants du résultat, hein. Les Hmm. seuls garants du résultat, ce sont les participants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à dire aux sponsors aussi. On ne vous garantit pas le résultat. Nous, on vous garantit juste que ça va bien se dérouler, que, on va vous apporter des outils, on va faire en sorte que chacun participe. Il n'y aura pas de voix plus haute que les autres. Ça, c'est notre rôle de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, qu'il n'y ait personne qui prenne le dessus, que tous les avis, voilà, tous les avis ont le droit d'être là, hein. Donc, il y ait un esprit positif, constructif, ouvert, de la bonne humeur. On va vous apporter des moments de fun, mais on vous garantit aucun résultat. Et si on n'arrive pas au bout du déroulé parce qu'il était trop ambitieux ou parce que vous avez eu besoin d'échanger plus que ce qu'on pensait, ça arrive aussi. On se rend compte parfois que les équipes, elles ont besoin de se parler parce qu'elles n'ont pas d'autres occasions pour se parler. Et donc, on les laisse parler, même si ça rentre pas dans ce qu'on avait prévu. Ben, on a toujours des plans B, on a toujours. Et si on n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qu'on supprime? Voilà. Donc, on n'est pas garanti on n'est pas garant du résultat, mais on est là pour faire que la journée soit, qu'ils partent quand même avec des résultats qui vont pouvoir explorer, parce que ça ne s'arrête pas à un atelier. Évidemment, il y a tout un travail à poursuivre avec nous ou sans nous à à la suite de l'atelier. Ok. Et toi, Guillaume, quelle perception ont les gens de la facilitation, du lab, des interventions? Alors, je vais faire deux catégories de personnes. Il y a les clients internes, on va dire, ceux qui sont en demande. Généralement, s'ils sont en demande, c'est que ils font plutôt confiance à en la démarche. Et puis, Hmm. l'idée, c'est de continuer à les convaincre et après que ça se diffuse et que ça essaime. Et après, il y a les participants, ceux qui parfois viennent pour la première fois. Alors moi, c'est particulier, hein, je suis dans un établissement où le lab, il est à Paris, mais le siège de l'établissement VNF, il est à Béthune. Il y a des directions territoriales qui sont un peu éparpillées sur toute la France. Et en fait, le lab est un lieu de rencontre, finalement, de personnes qui peuvent parfois venir de loin. Quand ils viennent de Toulouse, ouais, voilà, c'est un peu, ça prend du temps de venir. Et parfois, ce que j'observe, c'est parce que il y a, il y a, il y a à la fois moi ce que j'accompagne, enfin en tout cas ce que le lab accompagne, et ce que le lab accueille. Et Hmm. c'est différent. Euh, Moi, dans mes accompagnements, je m'assure que les participants soient toujours les bons, qu'ils aient du sens à être prêts à être là, et que on les a choisis, et qu'ils ont de la valeur. Et du coup,
ça se passe beaucoup mieux parce que souvent, à la fin de la journée ou des 2 jours ou de la demi-journée, ils ont compris pourquoi ils étaient là. Alors, on leur a expliqué avant, évidemment, mais parce qu'ils ont vécu, ils ont compris pourquoi ils étaient là. Sur ce que j'accueille, je vois des choses se dérouler autour de moi, parfois, où on n'a pas forcément pris le temps de cette inclusion amont, de cet embarquement, où les gens n'ont pas forcément compris ce qu'ils venaient faire là et où on ne les tient pas forcément au courant non plus de ce qu'ils ont produit, quand ils produisent quelque chose, va faire par la suite. Et du coup, il peut y avoir une certaine frustration. Ouais. Et le danger d'un lab interne comme ça, c'est que finalement, on associe le lab à certaines, à des comment dire, à ce qui n'est pas vraiment des ateliers collaboratifs, c'est plus des fonctionnements en focus group ou des fonctionnements en groupe de travail, mais qui peuvent faire un peu de mal à la démarche, parce que c'était pas les bonnes méthodes, les bons outils qui ont été utilisés. Voilà. Donc, Super et pour le intéressant. coup, j'ai pas toujours la main non plus de tout ce qui se passe dans le lab. Voilà, juste pour info. Il faut le Carole, remplir tu le veux lot. réagir? Oui, il faut. Ça sera ça quand même. Oui, en fait, je voulais rebondir là-dessus et dire aussi que un des éléments qui est très important dans le briefing de départ avec le demandeur ou le sponsor, c'est de les accompagner aussi pour le onboarding. Guillaume le disait à l'instant, ils savent pas toujours pourquoi ils seront là. Et alors, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre eux. On ne va pas leur dévoiler ce qu'ils vont faire précisément. Le sponsor, il a toujours envie de dire, bah, écoutez, dites-moi tout ce que vous allez faire et puis moi, je vais leur faire une invitation. Non, non, Alors, non. envoyez l'ordre du jour. Il faut découvrir, hein. Il faut aussi que vous, sponsor, si vous participez à l'atelier, il faut que vous découvriez. Et très souvent, c'est nous qui leur rédigeons un petit topo Petit d'invitation mail. où on reste très elliptique, où on leur donne envie de venir, où on leur dit, voilà, ce sera une occasion. Alors, là, je réfléchis à haute voix, là, mais ce serait une occasion pour vous peut-être que vous ne l'avez jamais fait, de venir participer à un atelier d'intelligence collective où on va vous laisser construire autour de tel objectif, mais sans donner les détails évidemment de la journée parce que c'est trop dommage. Mais c'est vrai il faut qu'ils sachent aussi pourquoi ils sont là. Ils y consacrent une demi-journée, voire une journée, c'est beaucoup de leur temps et souvent ils viennent en se disant mais mince, encore un atelier qui va servir à rien. D'ailleurs, c'est C'est juste souvent du une des boulot. questions, and so what, et la suite. Donc voilà, c'est important Super. aussi de faire un petit teasing d'invitation C'est au souvent départ. la première étape de l'atelier, d'ailleurs, pour C'est moi. ça, ouais. On veut que L'invitation, c'est l'embarquement et c'est la première étape de l'atelier. Il commence déjà à ce niveau-là. le Ouais, design commence là. Ouais, ouais. j'entends soigner vraiment le sens pour les gens avant, évidemment pendant et après pour éviter les effets déceptifs. Non, c'est très clair. Moi, j'ai une question qui m'a été remontée. Je ne citerai pas le client, mais j'ai formé récemment des facilitateurs internes et leur problématique, c'était nous, on a un vrai enjeu, c'est les créneaux qu'on chope, qu'on arrive à avoir, c'est des créneaux une heure et demie. Antoine, est-ce que tu as des solutions pour qu'on fasse des trucs en une heure et demie? Et vous, j'entends, là, vous me parlez de demi-journée, de journée, de 2 jours. Alors, alors, est-ce que déjà, est-ce qu'on peut faire, chacun son avis, mais je suis preneur du vôtre sur qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire de la festation en une heure et demie? Voilà. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Aïe, 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 on se dédie. Et comment créer l'opportunité? Parce qu'évidemment, je veux dire, plus c'est long, plus c'est bon. Bon. Comment créer l'opportunité d'avoir des vrais temps pour faire l'intelligence collective? Voilà, vos réactions un peu là-dessus. Euh, je veux bien commencer. Hop, Ouais. parce que pour le coup, comme moi je suis un bâtiment d'accueil et que c'est des gens qui se déplacent de loin, si je les fais venir pour une heure et demie, c'est même pas la peine. C'est mort. Déjà, donc en présentiel, faut oublier, c'est à minima une demi-journée, mais c'est même plus préférentiellement une journée. Alors après, c'est des petites journées parce que généralement elles commencent tard parce qu'ils viennent le matin et ils ont leur train à prendre. Voilà, donc c'est des journées qui font plutôt 9h30, 16h30. Et c'est une contrainte aussi, hein, ceci, de faire des petites journées. Après, en distanciel, je serais plus mesuré. Je pense qu'on peut commencer à construire des choses en une heure et demie, 2 heures. Une heure, ça me paraît court parce que le temps d'embarquer les gens, de les engager, et voilà, de partager des entrants et puis de construire quelque chose, ça me paraît un peu limite. Mais je me dis qu'en une heure et demie, 2 heures, on peut sans doute, si c'est bien préparé à l'avance, qu'il y a des canevas de travail qui sont bien faits, on peut commencer à faire émerger des choses. Mais il va peut-être en falloir faire une, deux, trois pour atteindre
les objectifs. Mais moi, en présentiel, me dire j'ai qu'une heure et demie pour faire un atelier, là, pour le coup, je dis non. Ok. Et en fait, après, moi, je mets dans la balance l'ambition des objectifs par Bien rapport au sûr. temps à passer. Voilà, si vous voulez avoir vraiment cette ambition-là, vous ne pouvez pas y passer qu'une heure et demie. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça en une heure et demie. C'est tout. Enfin voilà, il y a construire une feuille de route, parce que moi on me l'a déjà demandé, hein, je voudrais construire la feuille de route de telle direction territoriale, innovation, et j'ai 40 personnes sur 3 heures. Ben non, en fait, ça va pas être possible. Voilà, je dis, en revanche, voilà ce qu'on peut faire en 3 heures, voilà ce qu'on peut faire en 5 heures. Hmm. Il me faut moins de personnes aussi, parce que plus on est nombreux et plus. Parce qu'il y a aussi un défaut, hein, les gens pensent que collaboratif, c'est mettre beaucoup de monde, et du coup, on va être ultra efficace. Plus vous mettez de monde, et plus certaines séquences peuvent être longues. Donc, Hmm. il faut surtout s'assurer d'avoir les bonnes personnes que d'avoir beaucoup de personnes. Voilà, Très voilà. bien. En tout cas, c'est les petits Merci. tips. Ouais. Mais globalement, en tout cas, il faut toujours avoir une très très bonne corrélation entre l'ambition, les objectifs, le temps passé, le nombre de participants. Très clair. Carole, tu veux réagir sur cette question des Non, je suis formats et tout à fait d'accord. Ça nous est arrivé, mais très rarement, de faire des ateliers sur 2 heures. Mais moins de 2 heures, on ne fait pas parce que, comme dit, il faut la météo, il faut que les gens soient là, il faut qu'ils déposent leur paquet. Ça, c'est vachement important au début d'une session. Il faut qu'ils déposent leur paquet et pour qu'ils soient, voilà, il faut qu'ils ouvrent leur créativité aussi. Enfin, il y a plein de petites choses qu'il faut faire avant que l'atelier puisse démarrer dans des bonnes conditions. Donc, on le fait 2 heures, c'est très, très rare. Et on peut avoir besoin de 2 jours pour une équipe de 6 personnes et on peut avoir besoin de juste une demi-journée pour faire un World Café pour 100 personnes, hein. Franchement, ça dépend Hmm. vraiment, comme le disait Guillaume, des objectifs à atteindre. Mais Hmm. je dirais que le sponsor, lui, il a un objectif, il veut l'atteindre. Donc, il va entendre si on lui dit il faut que les gens soient là une demi-journée ou une journée, il va l'entendre. Et franchement, même chez nous, où les gens sont vraiment beaucoup sous pression, ils ont très peu de temps. Là, je vais vous donner un exemple. On organise un World Café en septembre pour toute comment dire, un profil de poste à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont 150. Ce sont des gens ils doivent être là normalement tous les jours parce que leur rôle le nécessite. Eh ben, ils s'organisent, ils vont trouver des backups pour une journée, mais ils vont venir une journée travailler avec nous. Et ils se sont organisés parce qu'ils veulent atteindre cet objectif et que quelque part, ils gagnent tellement de plus de temps pour Hmm. la suite que le sponsor, en général, il comprend ça. Ouais, mais ce qui est aussi un beau signal de la pertinence de votre proposition de valeur et la reconnaissance de votre travail. C'est un investissement d'envoyer Oui, 150 personnes. Non, oui, bravo, c'est chouette. oui. Euh, Moi, j'ai peut-être une dernière question et après, je veux bien, j'en aurai d'autres évidemment, mais peut-être passer la main à Valérie. Valérie, bah, vas-y, Valérie. Allons-y. Ah, on T'as vous pas le entend micro? pas? Micro? Pardon, merci beaucoup. Quand il y a comme ça des sessions, s'il y a des sessions de 2 heures, mais prévues en intercession, plusieurs sessions de 2 heures ou de 3 heures, est-ce que dans certaines circonstances, je pense notamment aux feuilles de route, il y a un travail à faire par les participants en intercession? Est-ce que ça peut se présenter ou bien est-ce que tout doit se faire dans les ateliers? Il n'y a pas de règle. Après, on peut prévoir de la synchrone, effectivement, si ça permet parce qu'il y a besoin de travailler des entrants complémentaires mais général, enfin, moi j'ai toujours un peu de mal à donner des devoirs à la maison entre deux sessions. Souvent, c'est plus les sponsors qui ont du boulot que les participants Hmm. eux-mêmes. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant en intercession, c'est d'avoir peut-être des questionnements pas tellement du travail de production, mais de répondre à certaines questions qui vont permettre de préparer la séquence suivante. Voilà. Mais globalement, moi, je suis toujours un peu réticent à l'idée de donner des devoirs à la maison aux participants. En revanche, les sponsors, eux, ils peuvent avoir du boulot. Mais c'est leur rôle en même temps. J'ai bien payé. D'accord, merci.
Je sais pas si Carole, toi, tu as un avis sur la question, mais Non, concernant les travaux à la maison, il y en a quand même un petit peu parce que nous, en tout cas chez nous, les facilitateurs ne font jamais, jamais de synthèse des sessions. Ça aussi, c'est un des principes qu'on partage avec le sponsor. On lui dit toujours, nous, on ne vous fera pas de synthèse, ce n'est pas notre job. D'abord parce qu'on ne s'occupe pas de contenu. On risquerait d'interpréter et donc ce n'est pas une bonne idée. Et donc, si vous avez besoin, ou en tout cas, si nous, dans notre déroulé, on pense qu'à la fin de la session, il y aura besoin de poursuivre le travail, il faudra que vous désigniez ou qu'il y ait des volontaires pour, par exemple, faire la synthèse. Et puis après, ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être responsable d'un sous-projet, voilà, créer un groupe de travail, enfin tout ça. Donc, quand je disais tout à l'heure, une session ne se suffit pas à elle-même. Souvent, par la suite, il va y avoir des choses à faire et ça vient en général en plus de leur travail quotidien. Mais c'est l'objectif du sponsor aussi. Oui, parce que Super. si je peux poursuivre, on peut imaginer effectivement, vous parliez du choix des participants tout à l'heure, en tous les cas, l'invitation des participants qui ont une valeur ajoutée au processus, c'est quand même une question qui est souvent posée, c'est jusqu'à quel point est-ce que je vais participer, collaborer ou co-construire en fait je prends la feuille de route parce que ça me parle plus particulièrement, et il peut y avoir des réticences effectivement à aller au-delà d'une simple participation, pardon pour le simple. Donc ça, c'est à faire venir des gens à forte valeur ajoutée dans des ateliers. Mais ça peut se discuter en amont, ça. Je veux dire, le sponsor, il peut aussi identifier quelques personnes qui lui semblent être les bonnes pour justement poursuivre ça. Ça fait partie du travail de préparation, je dirais. Je comprends. Merci. Peut-être, merci Valérie. J'ai une dernière question avant de passer la main aux participants. Est-ce que la facilitation, vos pratiques, est-ce que vous transformez l'organisation? Est-ce que c'est une intention? Est-ce que c'est votre rôle? Ou est-ce que c'est pas le sujet? Question un peu plus macro sur à quoi ça, qu'est-ce que c'est, et puis quel est l'effet vous avez au global sur la boîte. Qui veut Moi, Léo? c'est l'ambition qui est affichée pour le lab. En tout cas, c'est de faire évoluer les pratiques de travail. Donc, j'ai pas le choix, il faut que j'ai de l'impact. Voilà. Donc, peu importe. Après, du coup, j'ai deux grands enjeux, hein, la partie plutôt accompagnement et la partie plutôt montée en compétences. Mais oui, enfin, l'idée, c'est d'avoir de l'impact. Et c'est même le sujet majeur, en tout cas, quand on a, enfin, avec cette vision lab, ça fait partie des questions qu'on doit se poser au moment de la qualification. Est-ce qu'on va avoir de l'impact au travers de cet accompagnement? C'est une question que je pose régulièrement. En tout cas, quand on se réinterroge sur sa pratique, c'est est-ce que j'ai réussi à avoir de l'impact? Est-ce que là-dessus, je vais avoir de l'impact? Etc. Donc, c'est une question récurrente, l'impact. Okay. Et toi, Carole, tu as la philosophie là-dessus? Moi, je pense qu'on a effectivement accompagné une transformation avec, donc en 6 ans maintenant, dans l'intelligence collective. Je pense que c'est quelque chose qui existait certainement dans certaines équipes, mais qui s'est généralisé. Alors, c'est pas encore, ça fait pas partie encore de notre culture d'organisation, mais c'est un réflexe qui devient quand même de plus en plus fréquent. Et puis, je vois l'évolution entre par exemple, si je reprends l'exemple de la stratégie des ressources humaines juste avant celle qu'on va mettre en place maintenant, c'était les premiers pas vers l'intelligence collective. On avait fait des boîtes café, on avait fait des groupes de travail transversaux. On a été un peu frileux, par exemple, sur le fait de partager avec l'ensemble de l'organisation les résultats de ces travaux sur cette People Strategy-là, donc la deuxième. On est plus dans la transparence. On a beaucoup plus partagé les résultats des World Café, des différents groupes de travail, etc. Donc oui, je pense qu'on est en train de transformer. Mais bon, on est une grosse organisation, une institution avec tout le côté très administratif que ça peut représenter. Mais je pense que ça prend beaucoup de temps, mais je pense que ça va dans le bon sens. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un retour arrière. Ouais, toute ressemblance avec la situation politique, ça aurait été fortuite. Merci, Carole.
Sylvaine, vous avez une question ou c'est pas le moment? Non, c'est bon. C'est bon. Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais une question concernant la formation, parce qu'au niveau des facilitateurs internes, j'entends que vous êtes 21 facilitateurs, par exemple, au Conseil de l'Europe. Peut-être que l'équipe, elle est en construction côté VNF. VNF, pardon, je ne retrouvais pas le nom. Du coup, je voulais savoir comment se passait la formation. Est-ce que vous passez par un organisme de formation externe ou est-ce qu'en interne, c'est vous qui formez les facilitateurs pour que vous soyez tous sur les mêmes lignes de conduite et que vous ayez même la même manière de faciliter en fait? Vas-y, Carole, peut-être, parce que tu es peut-être plus avancée que moi sur le sujet, non? Alors, je vais répondre les deux, mon général. En fait, l'équipe de départ a été formée par Epigo. On a fait 4 jours de formation dans un premier temps. On a eu des formations après. On a commencé par un profil aussi, un profil Prédom. Ensuite, on a fait une formation sur 4 jours du groupe des 12. On a fait une formation à la facilitation interne aussi peu de temps après, pardon, à la facilitation graphique, parce qu'il nous semblait que c'était un des éléments qui était important aussi à rajouter à notre panoplie. On se forme aussi tous les uns les autres en participant à des conférences, à des sessions du type créa, je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà, donc de l'immersion dans 2 jours, 3 jours d'outils de facilitation. Et ensuite, quand on s'est élargi dans un deuxième temps avec 10 personnes supplémentaires, on les a fait former aussi par Epigo sur 2 jours, si mes souvenirs sont bons, Antoine, je crois. c'était plutôt en tout cas. Et on a aussi, parce qu'on n'avait plus trop de budget là, donc on s'est dit, on va les mentorer en fait. Et donc on les accompagne, probablement pas suffisamment parce que ça demande quand même beaucoup de temps, mais on les accompagne, on les a intégrés petit à petit dans les ateliers en les mettant d'abord en observateur. Et ensuite, on était en binôme, donc un fraîchiste, comme on les appelle, et un sagi, comme on les appelle aussi. Donc voilà, petit à petit, c'est comme ça que. Et puis, en général, il y a un des anciens qui participe à la définition du déroulé, enfin à l'élaboration du déroulé pour. Voilà, et puis on fait des sessions de débriefing après les facilitations pour essayer d'adresser. Je sais que une des difficultés qui se présente et qui est la plus difficile à adresser, c'est quand vous avez une personne, alors je ne vais pas l'appeler toxique parce que ça ne va pas toujours jusque-là, mais qui embête un peu dans le déroulement de la session. Ça arrive d'avoir des personnalités un petit peu difficiles. Et donc, voilà, c'est le genre de sujet qu'on aborde ensemble. Et on s'auto-forme et on lit. Et voilà, il y a des ouvrages quand même. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, initialement, oui, on a eu 4 jours de formation. Ça, c'était bon, voilà, on est parti sur le CPS, mais c'est important d'avoir une formation de base, ne serait-ce que pour avoir la base des outils, mais aussi surtout sur l'attitude. Je pense que c'est une des choses qui est importante à acquérir, c'est quelle attitude adopter devant un groupe. La fameuse posture. Je vous invite, pardon Guillaume, avant, juste, si vous voulez partager des ressources dans le chat. On a parlé du lab des labs, on a parlé de créa. N'hésitez pas à noter pour tout le monde, ça peut être riche. Pardon Guillaume, je repasse là. Non, pas de souci. Effectivement, sur la montée en compétences, alors moi, c'est plutôt en cours parce que le lab est tout récent. Donc, j'ai moins de maturité que le dispositif de Carole. Il y a une part de découverte déjà de ce que sont ces pratiques avant de passer déjà dans un premier niveau que j'appelle pas formation, moi, que j'appelle initiation. Et on a mis en place, là, depuis février, une session par mois autour de l'initiation à l'intelligence collective et à la posture de facilitation. Et le titre a son importance. Sachant que alors on passe par un organisme externe, parce que comme je suis tout seul, je peux pas être au four et au moulin. En revanche, c'est moi qui ai construit la structure de la formation et derrière le contenu a été apporté par l'organisme de formation. C'est une initiation qui est vraiment basée sur
la mise en pratique. C'est-à-dire que moi, ce dont j'avais besoin sur ce premier niveau, c'est justement d'aller capter des éléments de posture et de faire se rendre compte aux participants que les outils, c'est bien, mais que la façon dont on va les pratiquer est tout aussi important, et la façon dont on va surtout le pratiquer face à un collectif, un groupe. En fait, la formation, elle est sur 2 jours, et dès l'exercice d'inclusion, ils sont mis dans la pratique, alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de background derrière, hein. Mais on a des retours vraiment assez dithyrambiques sur le sujet. Et, l'objectif, c'est in fine de mettre en place pour 2025 une formation de facilitateur interne, mais vraiment, parce que là, à la sortie des 2 jours, ils sont initiés, mais ils vont être très très juniors. L'idée, c'est de pouvoir leur faire découvrir ce que c'est qu'un atelier depuis le besoin, la construction du design de l'atelier, la préparation et la facilitation de l'atelier sur un deuxième niveau de formation. Et là, il faut que je fasse le cahier des charges. C'est en cours. Voilà. Carole? Je veux bien compléter parce que je suis en train de vous envoyer des liens dans le chat là. Si vous avez envie de vous faire vraiment, alors à la fois plaisir et de progresser, moi je vous invite à aller voir ce que c'est la conférence Créa en Italie. Là, c'est le premier lien que je vous ai. Ouais. C'est incroyable, c'est une immersion pendant 3 jours. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le faire parce que je devais y aller. J'ai eu un accident donc il y a quelques années maintenant et j'ai pas pu le faire. Mais on a deux facilitateurs internes qui sont allés. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes pendant 3 jours, vous faites que ça et c'est vraiment hyper enrichissant. C'est très chouette. Après, il y a Créa France qui fait aussi des petites sessions le soir, par exemple, au moment de l'apéro, où vous partagez des expériences avec vous. Voilà, en général, ça tourne autour d'un ou 2 outils. Il y a des volontaires qui disent, bah voilà, moi j'ai testé ça, si vous avez envie, on le teste ensemble. Enfin voilà, c'est des partages d'expériences et c'est super sympa. Et c'est comme ça que finalement, c'est vraiment du partage d'expériences et c'est comme ça qu'on progresse. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partages? Vous n'êtes pas timide. Valérie? Oui, j'en ai 2 en fait, questions. Super. Je vais peut-être revenir sur l'amont, l'aval de l'atelier. Est-ce que vous êtes seul comme facilitateur ou à plusieurs pour préparer les sessions? Et la même question pour savoir si vous êtes seul ou plusieurs pour les animer. Alors, j'imagine que ça dépend du nombre de personnes aussi qui sont réunies, mais voilà, au moins pour la préparation. Tu veux y aller, Carole, ou tu veux y aller? Je peux. Vas-y, Alors on nous, va faire les deux. on a un principe, c'est qu'on est en général, alors pour la tenue de l'atelier, on est en général 2. Même s'il n'y a que 6 personnes, 8 personnes, alors ça nous arrive de le faire seul, hein, mais en général, on est 2. Pourquoi? Parce que ça permet, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il était prévu, ça permet d'envisager un plan B, de partager le plan B, voilà. Et puis d'abord, on travaille tout en bilingue, donc ça permet aussi d'avoir un anglophone et un francophone. Bon, ça c'est une question un peu technique chez nous. Ça permet si une consigne, on sent qu'une consigne n'est pas forcément bien saisie, bien comprise, ça nous permet de la réexpliquer autrement. Ça permet aussi qu'il y en ait un qui observe un petit peu, qui voit les body languages, qui voit aussi si quelqu'un ne s'exprime pas, pourquoi, qui va aller le chercher. Enfin voilà. Nous, on trouve ça plus confortable d'être à 2. Après, il faut avoir le temps, évidemment, de le faire. Et pour la préparation, alors, de nouveau, dans notre groupe, chacun a un rôle et on a une des personnes qui a un rôle d'aide à la préparation des déroulés. Alors, on ne le sollicite pas toujours, mais en tout cas, il est toujours disponible pour donner un avis. Et on est en général plutôt 2-3 à préparer les déroulés. Alors, une chose qui est aussi très utile chez nous, c'est qu'on a, en dehors de l'intranet, qui est plutôt pour nos clients, on a un espace de partage, donc un site de partage. On met tous nos déroulés dessus. Donc, on est vraiment totalement transparent.
on a une bibliothèque avec plein d'outils, on a une bibliothèque où on a tous nos déroulés et donc on peut puiser là-dedans, on peut s'inspirer de ce qui s'est déjà fait. Et il nous arrive très souvent, par exemple, quand les nouveaux préparent un déroulé, en général, avant de la session, ils appellent un ancien pour dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça tient la route? Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer d'autre? Donc voilà, on est en général 2-3 à préparer, oui. D'accord. Moi, je préconise de toute façon de ne pas y aller seul, parce qu'effectivement, après, c'est aussi, voilà, moi étant le seul membre de l'équipe du lab vraiment sur place, c'est compliqué. Donc, il y a des fois où j'ai porté seul, mais c'est hyper frustrant, parce que comme le dit Carole, il y a à la fois le groupe à faciliter, mais il y a le process à faciliter. Et vouloir faire les deux, c'est un peu risqué. Voilà. Typiquement, là, j'avais un atelier de 2 jours il y a 2-3 semaines. Je savais que faciliter à la fois le groupe et le process, c'était pas possible sur 2 jours. Même si j'avais fait un déroulé où j'avais pris en compte cette contrainte et où ça n'était quasiment que du process et il y avait très très peu de facilitation collective, on va dire. Mais malgré tout, ça reste un groupe de 25 personnes à gérer pendant 2 jours. Faut y aller avec des vraies choses à produire derrière. Donc là, soit je fais appel à de la presta externe pour venir me renforcer en fait, renforcer l'équipe. Soit j'essaye de piocher dans les personnes que je connais et qui sont déjà soit initiées, soit formées pour avoir le binôme. Mais à terme, moi, j'ai vraiment cette ambition de créer une communauté interne, intelligence collective et facilitation pour justement pouvoir s'assurer que à chaque fois qu'on fait un accompagnement, on ne soit jamais seul et qu'il y ait toujours à minima un binôme qui soit en lead sur chaque accompagnement. Super. Gaël? Ah, tu veux compléter? Je voudrais juste compléter une petite chose. Nous, on s'est aussi fixé une règle, c'est que on prévoit un facilitateur pour 8 à 10 personnes. C'est-à-dire que si on a un groupe de 30, on prévoit 3 facilitateurs sur la tenue de la session. Pourquoi? Parce qu'on ne les laisse pas travailler. Quand on fait des sous-groupes, évidemment, quand le groupe est trop grand, on fait des sous-groupes pour certaines activités et on ne les laisse pas travailler seuls. Ne serait-ce que pour s'assurer que tout le monde prend la parole, justement qu'il n'y ait pas cette question de personnes qui prennent le dessus ou des discussions qui ne sont pas constructives, qui ne servent à rien et auquel cas il faut qu'on intervienne pour dire écoutez, peut-être que cette question-là, on pourrait la laisser pour un autre moment. Donc, on prévoit une personne pour 8 à 10 participants. Merci, Carole. Gaël? Merci. Oui, j'avais une question par rapport aux outils que vous utilisez concernant l'accompagnement de la prise de décision d'équipe. Est-ce qu'il vous arrive de passer par la gestion par consentement? Est-ce que ça fait partie de votre mallette à outils? Et comment est-ce que c'est reçu en général? Voilà, c'est juste un retour d'expérience par rapport à ce que je pratique aussi. Alors, je vais répondre, ça va aller vite du coup. Pas forcément moi, de mon côté. Je suis plutôt sur enfin, c'est pas des méthodes que j'utilise. Enfin, après, il y a plein de méthodes d'alignement. Après, on leur donne j'ai pas forcément utilisé celle-ci, mais je suis pas contre d'essayer des nouvelles méthodes. Mais après, je suis pas formé à ça, je suis pas voilà, mais je suis plutôt sur des choses relativement plus classiques de gométocratie et de mise en commun à l'unanimité ou de priorisation et des choses comme ça, mais Ok. pas forcément par consentement. Voilà. Merci. Et toi, Carole? Oui, nous, on l'a utilisé. Alors déjà, on l'utilise dans le groupe des facilitateurs. Déjà, c'est un des principes qu'on s'est fixé, c'est de fonctionner avec cette méthode-là. Et puis, on l'a déjà utilisé une ou l'autre fois dans des équipes, oui. Ok. Des équipes néophytes sur le sujet. Voilà. Oui. D'accord. Bon, c'est pas très facile à mettre en œuvre. Alors, il faut que l'équipe soit pas trop, enfin que le nombre de participants soit pas trop important, parce que sinon ça devient vite une usine à gaz. C'est ça. Mais il faut qu'il soit aussi suffisamment important pour que ça fonctionne. Mais c'est très intéressant et on espère quelque part secrètement que cette technique se répande un petit peu plus dans la maison.
Mais j'ai hâte de la tester du coup. Ouais. Ça vaut le coup. C'est Moi, je vraiment l'ai vécu intéressant en comme processus. participant et en facilitateur et hyper puissant. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie? C'est normal, je m'initie, donc j'ai plein de questions. Mais je vais les concentrer sur une. Ce que vous avez dit, Carole, tout à l'heure, vous aviez évoqué qu'il y avait aussi dans votre organisation des coachs qui ont pu intervenir avant de mettre en place les ateliers. Est-ce que vous avez des coachs internes qui sont aussi des facilitateurs? Non, d'accord. Non, Parce que je me posais la question de la posture, en fait. Non, c'est un principe qu'on sait, là, une fois de plus, enfin, on est dans le collectif et c'est des choses dont on discute évidemment quand on a entendu qu'il y avait un groupe de coachs qui se montait. On en a discuté entre nous parce qu'on a une des personnes qui est facilitateur qui s'est dit tiens, est-ce que je fais aussi du coaching? Et on a dit bah, c'est l'un ou l'autre, mais on peut pas faire, on fait pas les deux parce que sinon, après, il risque d'y avoir des confusions dans les rôles. C'est quand même pas du tout la même intervention. Et je pense que tenir une posture dans un cas ou dans l'autre, ça commence à compliquer aussi. Donc, plutôt que d'avoir des gens qui sont un peu schizophrènes, on préfère avoir. Puis on est 3000, donc il y a un peu de ressources quand même. Donc, on préfère avoir deux groupes différents. Après, ça n'empêche pas, on peut être coach et facilitateur, mais il faut choisir en fait sur quelle est la fonction qu'on veut assurer dans l'organisation, on va dire. Voilà. Moi, j'ai des exemples, hein, parce que chez VNF, j'ai une personne qui est déjà formée à facilitation, donc sur laquelle je peux m'appuyer, qui est également coach par ailleurs, mais il a choisi d'être facilitateur pour VNF et coach à l'extérieur de VNF. Voilà. Le week-end, il est coach. C'est ça, ou le soir. la nuit, il me semble possible. Moi, j'ai une question, c'est un peu générique, mais qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Désolé, c'est des questions un peu badantes, mais en tant que facilitateur interne, c'est quoi l'aspect le plus compliqué à gérer, à vivre? Peut-être tout est facile. Mon mobilier s'appelle joie et peine, donc j'essaie d'avoir un peu négatif. Je dirais savoir dire non, c'est pas simple, parce qu'on a toujours envie d'accompagner, on a toujours envie de. Enfin, je pense qu'il y a quand même une posture de base du facilitateur qui aime bien rendre service quand même. Donc c'est jamais simple de dire non. Et après, c'est de réussir à faire vraiment comprendre ce qu'on fait. Ça reste des métiers qui sont quand même relativement nouveaux, je pense, dans nos organisations et qui ne sont pas forcément bien compris. Il y a pas mal de mythes autour de voilà, ce côté, je te disais tout à l'heure, le côté jeu, le côté machin, qui ne fait pas forcément très sérieux et qui n'aide pas forcément à rendre légitime. Je parle pour moi, est-ce que j'ai vécu du coup sur des démarches émergentes dans des établissements publics, même si je sais que Carole, toi aussi, tu es dans un établissement de ce type. Mais enfin, c'est compliqué d'être pris au sérieux et de trouver les bons éléments de langage qui vont permettre de bien faire comprendre. Parce que souvent, quand on dit qu'on est facilitateur, il y a plein de gens qui vous disent « Ah, ben moi aussi, je facilite, je rends la vie des gens plus facile. » Ouais, certes. Mais là, on est sur un métier bien spécifique malgré tout. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment pas simple. Et aussi bien pour des gens de terrain que pour des directeurs. Enfin, voilà, la difficulté, elle est vers tous les publics, quoi. Voilà. Ok, merci Guillaume. Et toi, Carole? Alors, ce que nous rencontrons actuellement, et ça c'est assez récent, mais ça devient difficile, c'est la surcharge de travail des facilitateurs qui ont donc leur job, leur autre job. Et on commence à, malgré l'élargissement, alors le fait d'avoir élargi, on a un peu le sentiment que les anciens, ils se sont dit, bon, on va être soulagés par les nouveaux, donc ils ont un peu levé le pied. Et du coup, en fait, on n'est pas 21 à faciliter. On a des personnes d'abord qui sont en arrêt maladie, donc qui pour l'instant ne peuvent pas faciliter. On a des personnes qui ont changé de job, donc qui ont changé de responsabilité et qui n'ont pas pu continuer à faciliter. Donc on est
toujours un groupe qui est trop petit pour faire face à toutes les demandes. Et ça, c'est arriver à remotiver, à garder la motivation et à ce que les gens continuent à trouver du temps, qui est souvent du temps en dehors du temps de travail normal, hein, parce que souvent on fait ça le week-end ou le soir, ça devient quelque chose de compliqué, de difficile. Et on est en train de se poser pas mal de questions et là on a prévu quelques sessions de travail entre nous avec des déroulés pour essayer de trouver des solutions pour nous organiser différemment. Et peut-être que la solution va au final passer par une officialisation plus De la mission. Ouais. structurante de la mission. Ouais. Ça va passer peut-être par des Parce que descriptifs, une partie de descriptif de job là-dedans. Enfin, ouais, c'est jusqu'à pas Créer un présent, gratuit, lab, on en s'en... fait, Carole. Pardon? Tu vas créer un lab, en fait. Bah, voilà. Moi, je vais plus rien créer du tout parce que je vais bientôt partir, mais C'est chaud. ouais, il est probable qu'on soit obligé de trouver un autre type de fonctionnement. Ça a tenu 6 ans, je trouve que c'est déjà pas mal du tout, mais aujourd'hui, probablement qu'il faut changer le paradigme. Ne serait-ce que, alors une des questions toutes bêtes, hein, on n'a pas de budget. Donc, chaque fois qu'il faut qu'on fasse une formation, qu'on achète un peu de matériel, il faut qu'on aille pleurer, qu'on trouve un budget. Alors, moi, il se trouve que je suis bien placée parce que je suis sous le directeur de l'administration, donc je sais où aller pleurer, mais c'est pas très confortable, quoi. C'est pas du tout confortable. Il vaut mieux qu'on ait un budget à nous, et puis que peut-être toute la partie logistique, donc la réservation des salles, l'organisation des réunions du point de vue logistique, enfin des rencontres du point de vue logistique, soient prises en charge par d'autres personnes que les facilitateurs, et que les facilitateurs, du coup, puissent se consacrer vraiment à la partie déroulée et atelier. Ça nous prend trop de temps. Merci Carole. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Valérie a encore la main levée. Alors, je ne sais pas si c'est la main levée depuis tout à l'heure ou... C'est grave. C'est bon. Alors, je remets mon... oui, j'avais une autre question. Merci. Selon vous... Ça Vous êtes perdu. On t'a perdu. Externe, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Entre facilitateurs internes et facilitateurs externes, avantages et inconvénients des uns et des autres? Bon, il y a déjà un avantage évident. Budgétaire, je crois. Ah, et ben voilà, ce sont les économies que l'organisation ou que la structure fait en faisant appel à des facilitateurs internes. Ça me paraît vraiment évident. Et pour nous, on a aussi des questions qui sont assez sensibles, qui sont assez, voilà, qu'on ne peut pas étaler devant tout le monde. Et même si un facilitateur externe a évidemment un devoir de confidentialité, je pense que quelque part, ça rassure nos collègues de pouvoir parler à des gens qui sont dans la maison. Alors, il y a un phénomène qui est très, très étrange, enfin qui est naturel, mais qui est un peu embêtant. On se rend compte que quand on fait un atelier, que les participants, ils ont toujours tendance à nous regarder. C'est-à-dire que c'est comme si c'est nous qui devions décider, nous qui étions témoins. Enfin, donc, on a des systèmes où on se balade, on se met derrière eux, on se cache derrière le paperboard. Enfin bon, mais quelque part, ils n'ont pas de problème à ce qu'on soit témoin de ce qu'ils disent. Et je pense que de temps en temps, ça peut leur poser un problème que ce soit quelqu'un d'externe. Alors, ça dépend des sujets, hein, mais je pense que ça pourrait leur poser un problème. Donc, voilà, un des gros avantages. Un deuxième gros avantage. Alors, j'ai fait les deux. Donc, du coup, je vois un peu les deux côtés de la barrière. Alors, ce que disait tout à l'heure en introduction Antoine est assez vrai, c'est que quand vous êtes externe, vous ne recroisez pas vos sponsors tous les jours à la machine à café ou régulièrement. Et donc, globalement, si ça se passe mal, on ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà, vous n'avez pas à vous justifier une fois que vous êtes passé et vous n'allez sans doute pas retrouver de contrat chez eux, mais tant pis. Voilà. Après, je trouve quand même qu'en externe, il y a des... alors pour le coup, par rapport à Carole, je vais être un tout petit peu... mon avis va un peu différer, c'est que je pense qu'il y a des sujets, moi, aujourd'hui, qui ne peuvent être traités que par l'externe, parce que la posture interne est parfois un peu
bancal. Et que, typiquement, là, il y a 2 mois, j'ai reçu une demande entrante où, quand j'ai vu la demande arriver, je me suis dit, Guillaume, si tu prends ce truc-là, faut pas que ça soit toi qui le facilite. Potentiellement, tu te mets en danger sur ce qui va se passer. Et surtout, je savais pertinemment que le problème qui m'était exposé n'était pas le bon. Et je me voyais mal. Enfin, je ne savais pas comment allait réagir le ou la sponsor quand j'allais mettre le doigt sur le truc qui fait mal. Et donc, j'ai fait appel à une prestation externe, et pour le coup, en un quart d'heure, sur la première séance de préparation, effectivement, elle a réussi à mettre le doigt sur ce qui faisait mal, et j'étais bien content d'avoir fait appel à quelqu'un d'externe. Voilà. Donc là, pour le coup, alors j'avais un tout petit peu prévenu la prestataire en disant, attention, l'expression du besoin initial est sans doute pas la bonne. Ça risque d'être un peu plus complexe que ça ne le semble au démarrage. Après, c'est vraiment une question de posture, pour le coup. Ce côté, être capable de rester neutre, sans jugement, sans prise de parti, etc., c'est quelque chose qui sans doute se travaille, mais qu'il faut quand même avoir un peu en soi. C'est pas toujours simple en interne de ne pas s'investir sur les sujets. Donc il y a quand même, ça demande un effort, je pense, beaucoup plus que quand on est externe, où on n'a pas forcément connaissance des problématiques de l'entreprise, hein, et de ce qui s'y passe. Alors que quand on est en interne, on sait très bien, surtout quand on y est déjà depuis un petit moment, des interrelations qu'il peut y avoir entre les individus, des choses qui ne sont pas dites. Et du coup, c'est parfois pas simple de rester stoïque ou de ne pas vouloir mettre son petit grain de sel. Mais c'est une question de posture, hein. Voilà. Après, c'est avec l'expérience, on sait parfois donner son avis sans le donner. Mais c'est vraiment pas simple. Super. Il est 13h27, donc je propose qu'on conclue là. J'aurais pu continuer à vous questionner et à vous écouter encore un long moment, mais voilà, on va vous laisser peut-être aller déjeuner. Ah oui, quand même, alors. C'est quand même, voilà, 7h, c'est déjà. On a l'impression d'être en atelier, là, manger un sandwich sur un bout de table en refaisant son déroulé de l'après-midi. Si ça vous intéresse, je vous invite à donc, vous connecter avec Carole, Guillaume sur LinkedIn, par exemple. N'hésitez pas à m'écrire si vous... Toi, tu vas pas sur LinkedIn, Carole? Bon, bah, elle a posé son mail, Carole, mais voilà, moi, je suis à dispo aussi s'il faut faire des mises en relation, et je serais ravi de poursuivre aussi les échanges. Donc, bah, voilà, merci à toutes et à tous. Et on va mettre le replay sur les internets incessamment sous peu. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Carole, Merci merci Guillaume, à c'était vous. super. Merci. Bonne journée. À bientôt. Antoine. Bonne journée, merci. Bonne journée, bon week-end. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir.